Voilà, la séance du Conseil est ouverte. Madame Maes, secrétaire, va passer à l'appel. Présent. Jean-Yves, Madame Eck Jeanne, Monsieur Sermolas Dominique, Madame Dagor Nicole, Monsieur Roland Jean-Pierre, Madame Romano Véronique, Monsieur Bertoussini Franck, Monsieur Fiora Michel, Monsieur Abramian Edmond, Madame Valessian Laure, moi-même présente, Madame Cassandra Martine, Monsieur Bessier Philippe représenté par Monsieur Rossi, Madame Loger Sylvie, Monsieur Rossi Jean-Michel, Madame Canivès Christine, Monsieur Descherchis Patrick, Monsieur Garrido Laurent, Monsieur Corbaini Bruno, Madame Coudray Laetitia représentée par Madame Toulissi, Madame Costanero Sophie, Monsieur Palix Christian, Monsieur Coarza Patrick, Monsieur Dolo Christian, Monsieur Champion Yannick, Madame Reg Elisabeth, absente. Pas de procuration. Alors Madame Sergio Floriane. Nous allons tout d'abord approuver le PV du Conseil municipal du 29 janvier. Est-ce qu'il y a des rectifications ? Madame Romano, oui. À Monsieur Delot, qui au dernier conseil municipal a fait passer un mot de la garderie demandant donc des goûters. Il s'avère que les goûters ont toujours été demandés sous toutes les municipalités. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Voilà, donc c'était pour vous préciser. Mais c'est toujours donné par la municipalité. C'était budgété, on ne portait pas le paquet. C'est budgété, Monsieur Delot. Le budget qu'elles ont demandé pour les goûters leur a été alloué en municipalité. Et là, de temps en temps, elles tombent en panne. Donc, elles demandent justement aux parents de pouvoir les dépanner pendant quelques jours. Mais ça a toujours été fait. Je me suis donc bien sûr rapprochée. Donc, il m'a bien été répliqué que les goûters ont toujours été demandés lorsqu'elles étaient en panne. Donc c'est entre deux, le temps que la commande arrive, elles demandent aux parents d'apporter les goûters. Je suis étonné, si vous permettez, monsieur le maire. Je permets tout, Monsieur Delot. Je vous en remercie. Je suis étonné de votre réponse parce que ces goûters-là étaient stockés à la cantine scolaire et il y en avait sous l'ancienne municipalité, il y en avait en permanence et vous me montrerez, j'irai avec vous voir la personne qui vous a dit que sous la municipalité précédente, il demandait aux parents. Mais volontiers. Parce que sous la municipalité précédente, c'était stocké au restaurant scolaire et il y en avait toujours en stock. Écoutez, moi je vous dis ce qui m'a été répondu. Voilà, donc c'était une précision. Nous allons passer à la première délibération. Monsieur Bertoncini. Alors, objet numéro 1, demande de prise en charge du déficit de 160,97 € de la régie de recettes des participations des familles. Vous avez raison. Tout le monde est pour. Voilà, c'est fait, merci. Merci. Je reprends. Demande de prise en charge du déficit de 160,97 € de la régie des recettes des participations des familles suite au vol constaté le 7 août 2014. Une enveloppe contenait 160,97 € a disparu au sein des locaux du Carré Jeune le 7 août 2014. Madame Crouzot avait placé SPS échec dans le coffre du bureau. Or, le lendemain matin, en préparant le dépôt pour la remise à réception, Madame Crouzot constatait la disparition de l'enveloppe. Étant donné que ce déficit ne peut être considéré comme un impayé, les recettes liées aux participations des familles présentent un déficit de 160,97 €. Suite à la demande de Madame le trésorier payeur et au dépôt de plainte, il convient donc de solliciter la prise en charge du déficit de recettes. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'accepter la prise en charge
du déficit de 160,97 €, d'autoriser le maire à signer toutes les pièces afférées à ce dossier. Monsieur Corazza. Ça fait quand même 2 fois que ça arrive dans cette, au carré des jeunes. Une fois sous notre mandature et une fois sous votre mandature. Il doit y avoir un petit problème quelque part. Si je peux préciser, là c'était au centre aéré. On avait la charge. Oui, donc il y a eu 2 vols, mais un c'est au centre arrêt et un au carré. D'accord. Autant pour moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2, Monsieur Bertoncini. Activité d'été du service Bandol Jeune. Organisation d'un bivouac Red Nature intitulé Colanta pour la structure Carré Jeune. Participation des familles. Donc c'est la 4e année consécutive que ce projet est mis en place par l'équipe du Carré Jeune. Donc je vais vous lire la Bible complète. La commune de Bandol organise dans le cadre de l'activité d'été du Carré Jeune un bivouac Red Nature intitulé Colanta du 15 juillet au 17 juillet 2015 pour 14 jeunes. Ce projet à caractère sportif est mis en place afin de promouvoir la mixité et la cohésion du groupe. C'est un bivouac de 3 jours et de 2 nuits sur le domaine de la Limat à Signes. Les différentes épreuves sportives ont pour objectif éducatif de développer l'esprit de compétition et la cohésion du groupe, le respect des autres, la maîtrise de soi, l'observation et l'étude du comportement des autres, ainsi que la découverte du milieu naturel et son respect. Conformément à la réglementation en vigueur, le groupe sera encadré par des animateurs diplômés, animateurs pour 12 jeunes engagés par la commune, et pour toute activité physique, un prestataire diplômé d'État sera responsable de la partie pédagogique. Le coût total de ce projet s'élève à 2740 €. La participation de la commune s'élève à 123,71 € par adolescent, soit un coût total de 1731,94 €. Les crédits correspondants sont prévus au budget principal 2015 de la commune, nature 62,88 €. La participation des familles s'élève à 72 € par adolescent. La recette correspondante sera inscrite au budget principal 2015 de la commune, nature 70,66 €. Par conséquent, il propose à l'Assemblée d'accepter le principe de réalisation de ce bivouac Red Nature intitulé Colanta et fixer la participation des familles de 72 € par adolescent. L'habité le maire a signé tout document afféré à ce dossier. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, Madame Canivez. Donc, vu la longueur de la note explicative, de la délibération et des conventions, je me permettrai de faire une petite synthèse, si ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Donc, délibération numéro 3, adhésion de la commune de Bandol au syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées Alpes-Méditerranée, SICTIAM, compétences 3 et 8. Donc, comme vous le savez, la direction des ressources humaines ainsi que la direction des affaires financières de la commune de Bandol utilisent des logiciels de gestion. Le renouvellement de ces applications s'avère nécessaire pour 2 raisons majeures. L'application GRH n'aura plus aucun support technique à compter du 1er mai 2015. L'application Finance ne permet pas des extractions facilement exploitables et les procédures de mandatement et de saisie de factures sont beaucoup trop complexes. Le coût d'un tel renouvellement étant assez prohibitif, plus de 100 000 € fourniture et maintenance comprises, le service informatique a trouvé une alternative très intéressante. Adhérer à un syndicat mixte, ouvert, totalement dépendant de la fonction publique, en l'occurrence ici le SICTIAM. Ce syndicat a été créé en 1989 et compte aujourd'hui plus de 280 adhérents. Il accueille tout type de collectivités, communes, communautés d'agglo, communautés de communes, établissements publics locaux, et constitue l'une des plus grandes agences de services informatiques destinées au secteur public local de France. Sa principale mission étant d'assurer la coordination et l'exploitation des moyens informatiques des adhérents. Le siège du syndicat se trouve à Sophia Antipolis, ainsi que ses 2 data centers, car nous serons dans cette configuration en mode hébergé et travaillerons sur des serveurs installés au SICTIAM. Nous utiliserons ainsi le type de prestation SaaS, Software as a Service, qui est une solution de plus en plus courante, ce qui veut dire que nous ne serons plus propriétaires du logiciel, mais utilisateurs privilégiés. Les collectivités n'ont ainsi pas à se préoccuper de l'installation et de la maintenance de ce matériel. La mairie pourra ainsi mutualiser ses besoins
et faire plus en économisant sur les coûts de fonctionnement et d'investissement. Ainsi, le syndicat se charge de lancer les différents appels d'offres auprès des prestataires et de définir un service adapté aux besoins de notre commune. Le SICTIAM propose 8 compétences, mais seulement 2 compétences ont été retenues par la ville de Bandol. La compétence 3, qui est la fourniture et déploiement de solutions de gestion métier mises à disposition en mode hébergé. Cela concerne les solutions RH et finances, mais aussi l'intégration du logiciel de police municipale, la gestion de la dette interfacée avec le logiciel finance, la gestion de la fiscalité locale, qui nous coûte aujourd'hui respectivement 908 €, 3 000 € et 5 760 €. Vous avez un tableau comparatif et là vous pourrez voir donc le delta qui est assez important. Et nous, ça sera gratuit pour nous. À savoir que le logiciel proposé correspond exactement aux besoins RH et finances. En l'occurrence, le nom du logiciel est Cyril, C-I-R-I-L. La compétence suite, qui va être fournie gratuitement par le SICTIAM. Seules les licences seront en Suisse. Il s'agit de plateformes de dématérialisation et outils connexes. Elle comprend la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, la télétransmission des convocations aux élus, plateforme de dématérialisation des marchés publics, tiers de télétransmission, protocole d'échange standard version 2, diffusion des bulletins de paie par voie dématérialisée, parapheur électronique, archive électronique, portail citoyen, incluant le paiement en ligne, etc., etc. Là aussi, nous avons des logiciels en fonction qui nous coûtent assez cher. Vous pourrez encore voir sur le tableau comparatif, par exemple, le logiciel pour IFAS, la convocation des élus, qui nous coûte actuellement 2 800 €. 2 800 € avec le SICTIAM, ça ne coûtera que 300 €. Le delta est encore une fois très important. Donc si vous regardez bien le comparatif, il y a une économie substantielle à faire. Pour l'année 2015, le comité syndical du SICTIAM a défini le principe d'une cotisation de base plafonnée pour les compétences 3 et 8, fixée à 32 900 € au lieu de 47 000 € avec la gratuité de la compétence 8. C'est une très belle négociation de la part de nos services et nous les en remercions. Donc dans le tableau comparatif, vous pourrez découvrir les gains financiers réalisés en adhérant au SICTIAM, mais aussi les possibilités futures que l'on pourra mettre en œuvre à moindre coût en utilisant de nouveaux modules. La ville de Bandol deviendra ainsi une ville pilote au sein de notre communauté d'agglomération. C'est un magnifique pas en avant vers la mutualisation et la dématérialisation qui sont aujourd'hui des objectifs primordiaux pour les collectivités. En conséquence, il est proposé à l'Assemblée d'approuver l'adhésion de la ville de Bandol au SICTIAM dans les conditions ci-dessus définies, d'approuver les statuts du SICTIAM annexés à la présente délibération, de désigner Madame Christine Canivet, conseillère municipale en qualité de délégué titulaire, et Monsieur Jean-Yves Decroix, deuxième adjoint en qualité de délégué suppléant, appelé à siéger au comité syndical du SICTIAM, de mandater le maire pour effectuer toute démarche utile et nécessaire à la bonne exécution de cette décision, et en particulier signer toute convention nécessaire pour définir les relations à venir entre la ville de Bandol et le SICTIAM. Maintenant, si vous avez des questions. Oui, Monsieur Delot. Si vous permettez, tout d'abord, je suis satisfait de ce genre d'initiative parce que mutualiser, c'est une piste de réduction de coûts et je trouve cette initiative intéressante et elle va faire, grâce à cela, la commune pourra faire des économies. Mais j'aurais 2 questions à vous poser. La première concerne le tableau comparatif. Pour l'année 2015, je vous trouve modeste parce que vous dites 116 648 avec les autres prestataires. Et moi, quand je fais le calcul, je trouve 117 579. Parce que, est-ce que je me trompe? C'est bien 113 691 oui. Plus 3 888 pour l'année 2015. Total. Oui. Ah, il y a une erreur de... Il y a une erreur, ce n'est pas 116 648, mais 117 579. Bon, ça, là, c'est un détail. D'accord, C'est et puis là, On c'est rectifiera. un détail. avec une mais somme de devis qui nous ont été établis par des... Changez vite de logiciel à la mairie, parce que... Je suis désolée, j'avais pas fait l'addition de tout, et puis Non, mais c'est... effectivement une erreur. C'est pas Mais là, ce sont que des devis. Hein. Oui, bien sûr. La deuxième question est moins légère.
vous dites nous allons travailler en mode hébergé. Oui. C'est ce qui est indiqué, si je reprends ce que vous nous avez dit dans la compétence 3. Oui. Dans la compétence 3, il est dit mise à disposition en mode hébergé. Oui. Or, je lis dans la convention, excusez-moi, je vais retrouver la page. Je lis dans la convention, services et prestations inclus dans la cotisation, et je vois pour la compétence 3, hors hébergement. Licence, gestion de la dette, incluant le support au premier niveau, hors hébergement. Est-ce que vous pourriez m'expliquer Non, mais il est vrai, selon la convention, là c'est une convention, mais il a été négocié avec le SICAM, il y a tout l'hébergement, paramétrage, tout est compris. Non. Donc, la convention, c'est la convention type que nous ne respectons pas. Non, c'est une convention provisoire. On ne peut pas établir de convention tant que cela n'a pas été voté au conseil municipal. Donc, la mention hors hébergement sera supprimée de la convention. Voilà. Merci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à demander. Enfin, je trouve que c'est encore une excellente initiative. À savoir, je peux peut-être ajouter que le PES V2, le protocole d'échange standard, va être obligatoire en 2017. Il est recommandé depuis janvier 2015. Donc je pense que c'est très bien que nous passions le cap dès aujourd'hui. Ainsi, en janvier 2017, nous serons les meilleurs. Non, on n'attendra pas 2017 pour être le meilleur. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur Champion. Je voudrais savoir si tous les services de la mairie seront dotés de ce logiciel. Quand je dis tout, donc il y a les établissements publics comme le CCAS, les caisses des écoles, le tourisme, etc. Donc, et savoir si ça aura un coût pour donc la maintenance, la formation pour ces services. Bien sûr. Alors pour l'instant, on s'est appuyé simplement sur la compétence 3 et 8. Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, on pourra ajouter des modules complémentaires. Il est vrai que le SICTIAM travaille énormément avec les CCAS de plusieurs communes et il sera possible de les intégrer. Et ça sera là encore une fois très intéressant. Quand on travaille avec le SICTIAM, ils font un appel d'offres à plusieurs éditeurs. Et bien sûr, ils nous trouvent le meilleur prix. Et comme on travaille en volume, on a toujours des prix vraiment très intéressants par rapport à la concurrence. Donc, il y aura un coût pour ces services? Il y aura un petit coût, bien sûr. Il y a une licence à payer. Là, on sera encore en mode hébergé, mais il y aura une licence à payer. Comme à chaque hébergement, il faut payer une licence, même si on n'est pas propriétaire du logiciel. Quand on regarde par rapport au système, par rapport à chaque fois qu'on paye une licence, ça sera beaucoup plus avantageux que d'acquérir un logiciel personnellement. Toujours, bien sûr. Et en plus, on a la mise à jour, on a tout ça. Donc. Voilà. J'imagine que le rapport sera à peu près équivalent à celui qu'on a constaté de 46 000 face à 113 000 euros. Voilà. Oui, ça sera même moins. Peut-être même davantage. Donc, je peux juste rajouter Monsieur Decroix. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que là, on est en train de franchir une étape. Je parle de la modernisation du service public. On est en train de franchir une étape. Il faut resituer dans le contexte, on a un logiciel qui a 15 ans. Ce qui est quand même quelque chose de très particulier aujourd'hui d'avoir un logiciel donc, qui est complètement obsolète. Donc le fait qu'on est obligé de changer nous fait passer en externalisant sur une autre façon de travailler. Et donc ça va nous permettre tout ce qui est autour de la dématérialisation notamment, donc pour améliorer tout ce qui est le service public. Et c'est en même temps un élément qui va être fédérateur parce qu'on va associer, bien évidemment, parce que ça c'est le travail qui a été fait pour toutes les équipes, c'est le cahier des charges a été fait par les fonctionnaires. Hein. Mais donc on va associer toutes les équipes pour mettre en place ce projet. Donc ça c'est un projet qui va être vraiment déterminant, on change d'étape et il va être très mobilisateur au niveau du personnel parce que c'est son environnement qui va changer. Donc les gens vont le prendre en main. Je voulais juste signaler ça, c'est beaucoup plus qu'un logiciel qu'on met à l'extérieur. Voilà. Avant de passer au vote, j'en profite pour remercier également donc Madame Canivez, Monsieur Decroix pour ce travail et les services informatiques et la DGS. Madame Cercio. Oui, une dernière question s'il vous plaît. Concernant la formation des agents qui apparaît en compétence 4,
On n'a pas la compétence 4. Donc justement, donc qu'en est-il? Est-ce que ça a été quantifié? Ah oui, de toute façon, là, dans la fourniture logicielle compétence 3, les 13 000 €, la formation, le paramétrage, tout est... Formation intégrale de tous les agents. Hein. Voilà, donc là, il n'y aura pas de sus. D'ailleurs, ils nous proposent, ils nous ont aussi proposé le temps de la formation, la durée, on ne la connaît pas encore. Il y a la possibilité de s'occuper, ils pourront s'occuper de la paie pendant 1 mois ou 2 à raison de 600 € par mois. Cela laissera les agents se former tranquillement et la gestion de la paie sera faite par le CICTIAM. Pas de majoration de façon certaine. Voilà. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4, Monsieur Roland. Emprise publique au droit de la parcelle cadastrée BL 92, désaffectation et classement du domaine public communal. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2121-29 et L 2241-1, vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L 2141-1, et vu le Code de la voirie routière et notamment son article L 141-3. Considérant que la ville de Bandol est propriétaire d'un local communal situé au restaurant anciennement dénommé à l'enseigne Le Méditerranéen, au lieu dit le Capellan 67 avenue Georges V à Bandol, parcelle cadastrée BI 92 d'une superficie de 244 m². Que dans le cadre de l'exploitation de ce restaurant, la ville de Bandol doit désaffecter et déclasser l'emprise située au nord de la parcelle cadastrée, située actuellement sur le domaine public communal, afin de permettre l'exploitation de cette emprise publique par le restaurant. Que cette emprise ne présentant pas d'utilité pour la circulation du public, il y a lieu de constater sa désaffectation et de prononcer son déclassement du domaine public communal afin de l'intégrer dans le domaine privé communal pour permettre une exploitation du restaurant plus cohérente, notamment au niveau de l'emprise de la terrasse. Que le déclassement ne donnera pas lieu à enquête publique prévue par les articles L 141-3 à L 141-7 et R 141-4 à R 141-10 du Code de la voirie routière, dans la mesure où il n'y a pas pour conséquence de modifier les conditions de circulation dans le quartier. Que cette emprise nécessaire à l'exploitation de ce restaurant d'une superficie de 132 m² environ est à extraire du domaine public communal suivant plan de division 6 juin, vous trouvez dans votre document. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de prononcer la désaffectation et d'approuver le déclassement du domaine public communal de l'emprise de 132 m² suscitée et d'autoriser M. le maire à signer l'acte à intervenir, ainsi que tout document afférent à ce dossier. Alors, il est simplement là-dedans question de rendre beaucoup plus cohérente la parcelle qui est attachée au Méditerranée, qui aujourd'hui était tronçonnée, on va dire, par une servitude de passage, alors que le public peut passer 10 mètres plus loin. Donc ça nous facilite grandement la tâche. Ça a été à plusieurs reprises l'occasion de petits démêlés avec l'occupant des lieux parce qu'il y avait cette parcelle qui faisait partie du domaine public communal. Donc en la mettant dans le domaine privé, ça rend beaucoup plus cohérent l'emprise du restaurant. Voilà. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération. Revenir. Monsieur Corazza. On va sauter le mur du Méditerranée pour aller au Pescadou, juste à côté. Il y a des travaux qui se font actuellement, je suis allé dernière tout à l'heure, et c'est des travaux de toiture. Il y a une commission qui a été faite, des commissions de marché, il y a un choix d'attributeur qui a été fait dernièrement. Qu'en est-il de cette attribution? Parce que là je vois que c'est normalement pas eux qui font les travaux. Donc est-ce qu'il y a eu un désistement de cette personne, vu le part? Qu'est-ce que vous avez compté faire par rapport à ces travaux? Est-ce que vous pourriez donner quelques explications, s'il vous plaît? Non, Monsieur Roland va vous le dire, mais effectivement, il y a eu le candidat qui avait été retenu n'a pas obtenu son prêt. L'appel d'offres, un candidat avait été retenu et la banque n'a pas suivi. Donc pour l'instant, on est... Autant je pensais que quand on fait des commissions d'appel d'offres, les banques, normalement, les personnes vont voir leur banque avant. Hein, pas le contraire. Là, il y a un peu... Ouais, d'accord. Bien. Par contre, quelles sont vos solutions pour cette année, éventuellement, pour les autres années?
qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que je vois que vous refaites la toiture. Est-ce que vous allez le louer? Est-ce que, je ne sais pas, vous avez d'autres dispositions peut-être? Je pense que M. Roland va vous répondre plus précisément que moi, mais effectivement, il y a des travaux en cours pour pouvoir le louer pour la saison, Oui. avant d'envisager un projet plus global. Voilà. Et un projet global, est-ce qu'on pourrait éventuellement discuter d'une réunion de ces deux parcelles? Ça pourrait être une idée. Je pense que Ça pourrait ou ça sera? c'est une bonne idée. L'idée est dans l'air, on va dire. Voilà. Voilà. C'est une bonne idée. Est-ce que éventuellement nous pourrions être au courant? Merci. Dès qu'on aura avancé, bien sûr. Donc nous allons passer à la 5e délibération, qui est le débat d'orientation budgétaire. Et donc pour faciliter la présentation, on va projeter un diaporama. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Le micro marche? Alors, je vous précise que c'est un débat, donc ça ne sera pas suivi par un vote. Je vais faire cette présentation pour fixer un petit peu les grandes lignes, et ensuite seulement on ouvrira le débat et donc les questions. Ce que je vous demanderai, c'est éventuellement de noter le numéro des diapositives de référence de manière à ce qu'on puisse y retourner facilement. Et je vous précise que, bien entendu, en matière de chiffres, il peut y avoir beaucoup de questions et je ne répondrai pas forcément spontanément à toutes les questions. Et donc il y a la direction financière qui pourra apporter des précisions, soit immédiatement, soit pendant le conseil, soit ultérieurement. Et vous savez que la direction financière est ouverte à tous les conseillers municipaux qui souhaitent avoir des explications. Diapo suivante. Alors, il y a 6 parties pour cette présentation. Le projet de loi de finances, vous allez comprendre pourquoi c'est important. L'évolution du contexte socio-économique local, ça va situer un petit peu les marges de manœuvre dont nous disposons. Ensuite, bien entendu, le nerf de la guerre, l'évolution des dépenses et des recettes. Les perspectives budgétaires, c'est les perspectives pour lesquelles on exerce un choix. La prospective, ce qui nous est imposé, c'est très schématique, on va revenir sur les détails. Et enfin, les charges de la collectivité et les budgets annexes. Diapo suivante. Alors, ce qui est important à voir sur cette diapositive, c'est que les dotations pour les collectivités locales vont diminuer considérablement, 3,7 milliards d'euros pour 2015. Et malheureusement, ça ne s'arrêtera pas là. Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, progressera. Donc la commune paiera 210 000 euros de plus en 2015 par rapport à 2014. Il faut savoir que ça se situe déjà pas très loin de 600 000 euros. Donc nous allons nous rapprocher de 800 000 euros. Diapositive suivante. Alors toujours le contexte économique local. Donc cette baisse vraiment historique de la dotation globale de fonctionnement, on va y revenir.
cette augmentation donc, du fonds de péréquation qui est une solidarité, c'est-à-dire que les communes plus aisées payent pour les communes qui le sont moins. Un faible coefficient de revalorisation de la valeur locative. Donc vous voyez les chiffres des années précédentes. Et 2014, on est à 1%. Et 2015, on ne sait pas. On n'a pas encore le retour des bases. Diapositive suivante. Alors cette diapositive est importante pour comprendre un petit peu notre situation. Effectivement, on va en venir aux marges de manœuvre. Alors, ces marges de manœuvre sont limitées, comme je vous le disais, par les baisses de dotation de l'État et par d'autres diminutions des recettes, mais elles sont aussi grévées par des charges de personnel qui sont très importantes. Il faut savoir que sur la mandature précédente, il y a eu 32 recrutements secs, donc entre 2008 et 2014, ce qui représente environ 960 000 € par an. Voilà, sachant qu'il y a eu en réalité 91 recrutements pour 59 départs, dont à la retraite et d'autres, et ça représente à peu près 11 points d'impôt. Donc c'est considérable. Diapo suivante. Alors, la présentation des comptes, vous pouvez la trouver sur ce site gouvernemental, qui est le site du ministère des Finances, et ça correspond aux données de l'État, aux données de la Direction générale des collectivités locales. Il y a des petites différences de présentation, mais les chiffres, rassurez-vous, sont exactement les mêmes. Diapositive suivante. Alors là, vous avez une illustration de ce qu'on appelle l'effet ciseau. L'effet ciseau, c'est lorsque les dépenses augmentent plus vite que les recettes. Et malheureusement, ça aboutit un jour ou l'autre, quand on ne fait rien, à un croisement. C'est-à-dire que là, vous avez le croisement en 2014, les recettes de fonctionnement deviennent inférieures aux dépenses de fonctionnement. Et vous voyez que ça commence depuis longtemps, c'est-à-dire que dès 2009, il y a une baisse des recettes de fonctionnement. Donc dès cette période-là, on pouvait commencer à prendre des mesures. Diapositive suivante. Alors la capacité de désendettement, c'est le ratio le plus important à comprendre et à connaître et à utiliser. Schématiquement, c'est le nombre d'années qu'il faudrait consacrer à rembourser la totalité de la dette si on y consacre la totalité de l'épargne dont on dispose. Et sachant que le niveau de base des emprunts est d'environ de 15 ans, une collectivité qui a une capacité de désendettement de 10 ans peut rembourser toute sa dette en mobilisant, entre guillemets, seulement les 2/3 de son épargne et l'autre tiers pouvant être utilisé pour l'investissement. Par contre, lorsque le ratio dépasse 15 ans, ça veut dire que les emprunts ne pourront pas être remboursés de manière saine. Diapositive suivante. Voilà, donc là, il y a l'évolution depuis 2008. L'encours de la dette diminue. Malheureusement, l'épargne brute diminue à partir de 2010 et on peut dire qu'elle s'effondre. Donc entre 2012 et 2013, vous voyez que l'épargne passe de 2,3 millions à 800 000 €. Et 2014, on va y revenir, malgré les efforts qui ont été faits, l'épargne brute tombe à 133 000 €. Et cette capacité de désendettement, en nombre d'années, vous voyez que ça s'aggrave à partir de 2011,
progressivement. 2013, ça monte en flèche. Et la suite, c'est 2014, 57 années. Et en réalité, 71 années si on compte le tirage de fin d'année du crédit revolving. Cet emprunt donc, qui a été remboursé et qui n'a pas été récupéré. Diapositive suivante. Voilà une courbe qui montre bien ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette augmentation progressive de la capacité de désendettement, le nombre d'années qu'il faut consacrer à rembourser l'épargne. Vous voyez que 2013, ça monte, et 2014, ça explose. Diapositive suivante. Alors, il est toujours intéressant de se comparer aux autres. Vous voyez que sur les communes de Sud-Sainte-Baume, Bandol en 2013 fait partie des pas très bons. On peut même dire qu'on est dernier de la classe, y compris par rapport à notre voisine Sanary, dont l'endettement est très important, mais dont l'épargne est meilleure que la nôtre. Diapositive suivante. Là, c'est le deuxième indicateur de référence pour apprécier la santé financière d'une commune, le taux d'épargne brute. Et vous voyez que cette épargne chute à partir de 2010 et s'effondre en 2013 et en 2014. Il faut savoir qu'au-dessous de 15%, ça commence à être pas très bon. Diapositive suivante. Alors ça, c'est une diapositive qui vous explique la formation de l'autofinancement. C'est ce qui se passe dans des conditions normales. Alors, vous avez les deux sections, la section de fonctionnement, la section d'investissement. Normalement, les recettes sont supérieures aux dépenses, ce qui permet de dégager une somme qui s'appelle donc la capacité d'autofinancement, l'épargne brute, qui est transférée à la section d'investissement, qui va permettre de rembourser le capital et d'investir. Malheureusement, pour le budget 2014, donc c'est l'année dernière quand on a voté le budget primitif, on était déjà dans une situation où les recettes ne permettaient pas de couvrir les dépenses. Et nous avons été obligés l'an passé de faire appel à une reprise anticipée de résultats, c'est-à-dire reprendre l'excédent de 2 600 000 € qu'on a utilisé en grande partie simplement pour équilibrer notre budget. Et pour 2015, malheureusement, ça va être pareil. Malgré les efforts que nous avons réalisés, on va en reparler. Diapositive suivante. Alors là, vous avez toujours le même genre de courbe, avec en bleu l'épargne de gestion, en rouge l'épargne brute. Alors, schématiquement, pour que vous compreniez de quoi il s'agit, l'épargne de gestion, c'est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Vous enlevez les charges financières, c'est-à-dire en gros les intérêts de la dette, vous ajoutez les recettes exceptionnelles et vous enlevez les dépenses exceptionnelles, vous tombez sur l'épargne brute. Et vous enlevez le remboursement capital de la dette et vous tombez sur l'épargne nette qu'on n'a pas mise parce que c'est beaucoup moins fiable que les autres épargnes, parce que l'épargne nette dépend beaucoup du profil d'amortissement de la dette. Diapo suivante. Alors là, ça illustre l'augmentation des charges de personnel entre 2008 et 2014. Vous voyez qu'elle est considérable. Diapo suivante. Et là aussi, c'est intéressant de se comparer aux communes de Sud-Sainte-Baume qui ont une population à peu près équivalente à la nôtre. Et là aussi, les dépenses de personnel à Bandol ont augmenté nettement plus que dans les autres communes. Diapo suivante. Alors, les charges à caractère général, là, effectivement,
Elles ont baissé entre 2008 et 2014. C'est une bonne chose. Il y a eu quelques efforts d'accomplis. Il faut quand même préciser que la pente de la courbe aurait été nettement moins forte si on avait tenu compte du transfert, si on tient compte du transfert de charges à Sud-Sainte-Baume pour une somme d'environ 1 500 000 €. Et là, vous voyez qu'entre 2013 et 2014, les dépenses ont chuté de manière importante et c'est un effort sans précédent. Et on arrive à cette somme-là de dépenses à caractère général qui n'a jamais été atteinte. Diapo suivante. Alors là, on passe à l'investissement. Vous avez les chiffres. Vous constatez que l'investissement, de manière générale, a plutôt diminué. En ce qui concerne le chapitre 23, c'est ce qu'on appelle les immobilisations en cours. Ça, si vous avez des questions, Monsieur Abrahamian vous répondra mieux que moi. Simplement, c'est les travaux pour lesquels il y a des avances consenties, et ça concerne essentiellement les travaux de VAD, VAR Aménagement et Développement. Chapitre 20 et 21, donc il y a les 20, c'est les immobilisations incorporelles, donc essentiellement des études. Et le chapitre 21, c'est le gros des travaux. Diapo suivante. Alors les recettes d'investissement, ça suit logiquement un parallèle par rapport aux dépenses. En 2008, de grosses recettes liées à de l'emprunt, des dotations à la fois en chapitre 10 et en chapitre 13, et l'autofinancement qu'on peut décomposer donc en excédent au compte 1068 et en amortissement. Voilà, donc l'investissement a diminué, mais notre capacité d'investir, on va en reparler. Diapositive suivante. Voilà, donc les recettes. Là, c'est un histogramme qui redit à peu près la même chose. Diapo suivante. Alors là, on passe aux perspectives budgétaires. Les perspectives, on va dire, c'est là où on peut faire des choix. Alors effectivement, le choix a été fait en 2014 d'effectuer une baisse drastique des dépenses à caractère général. Et vous voyez que par rapport à 2013, on a fait une économie de 565 000 €, ce qui est considérable. Et ça, je pense que c'est la phrase importante à retenir. Malgré une situation financière très dégradée, et vous l'avez constaté avec les courbes et les épargnes qui se sont effondrées, grâce à cet effort fait sur les dépenses à caractère général, il est possible pour l'année 2015 de ne pas augmenter les impôts. Mais avec ce qui nous attend en termes de diminution de DGF, ça sera difficile pour les années suivantes. En 2015, un nouvel effort sur les charges à caractère général est entrepris, justement au regard de ces baisses de la dotation de l'État. Ça aussi, c'est une mesure importante. Le remplacement seulement d'un fonctionnaire sur 3 sur la durée du mandat. Je pense que petit à petit, ça permettra de maîtriser la masse salariale. Malheureusement, les effets, vous le comprendrez, ne peuvent pas être immédiats. Diapo suivante. Voilà, donc les taux d'imposition seront stables avec 11,02% pour la taxe d'habitation, 16,92% pour la taxe foncière sur le foncier bâti et 54,25% sur le foncier non bâti. Diapo suivante. La ville va appliquer la majoration de 20% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ça a été voté lors d'un précédent conseil municipal, je pense à l'unanimité. Ça ne concerne pas les personnes qui font de la location
Je sais que la question a été posée et il faut les rassurer. Pour l'instant, on a quelques interrogations sur ce que ça va nous rapporter, sachant qu'il y a pas mal de causes de dégrèvement. Diapositive suivante. Alors, en ce qui concerne les investissements, pour l'année 2015, 3 opérations vont être étudiées et chiffrées. La rénovation du parking du casino, en sachant que la commune a signé en juin 2012 un avenant à la convention et le casinotier a déjà versé 750 000 euros. Donc il y a un engagement par rapport à la rénovation du parking. Par contre, on a une petite difficulté qui est l'état des digues. Lors des inondations de novembre dernier, le revêtement a beaucoup souffert. Et donc on s'interroge sur la qualité de la digue. Une étude est lancée, un diagnostic va être fait. Et peut-être faudra-t-il conforter la digue avant d'envisager la rénovation du parking. Le réaménagement du quai de Gaulle côté commerce, ça c'est un projet important qui va dépasser bien entendu largement 2015. C'est un projet qui a déjà été évoqué lors de mandatures précédentes. J'espère que lors de cette mandature, il verra le jour. Les services techniques ont commencé à travailler sur ce projet. Simplement quelques grandes idées des objectifs. Ça a déjà été évoqué, l'harmonisation des façades commerciales, l'aménagement des surfaces devant les commerces, l'élargissement de la voie de circulation, le retrait des jardinières, leur remplacement par éventuellement des blocs calcaires, l'aménagement du pluvial. Voilà, donc ça, ce sont des objectifs. Et on commence bien entendu par étudier et chiffrer en se basant aussi sur des études qui ont pu être faites par le passé. Ce serait dommage de se passer du travail qui a déjà été effectué. Et enfin, la réalisation d'un bassin de rétention. Donc il y a deux projets de bassin qui datent pas d'hier, qui datent de plusieurs années. Un bassin de rétention au niveau du Grand Vallon et un autre au niveau du parc du Canet. Du fait de la construction qu'il y a eu à Cap Frégate, on est en train de revoir un petit peu les études hydrauliques. Et avant de prendre une décision définitive, on va actualiser ces études. Et là encore, pour tous ces investissements qui sont essentiellement des travaux, M. Abrahamian pourra vous apporter des précisions beaucoup plus techniques que ce que je peux faire. Diapo suivante. Alors ça, c'est l'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Et je vais vous donner quelques chiffres qui sont schématiques, mais qui parlent bien. 2015, près de moins 400 000 euros de dotation. 2016, près de moins 800 000 euros. Et 2017, près de moins 1 200 000 euros. Il faut ajouter à ça donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fonds de péréquation intercommunale et communale, qui augmente